Imaginez un chef d'orchestre invisible. Les attaques s'intensifient après la fermeture des marchés financiers, puis s'arrêtent net, avec une précision presque chirurgicale, quelques heures avant leur réouverture. Trop parfait pour être une coïncidence, trop mécanique pour être une improvisation de guerre. Ce qui se joue autour du détroit d'Ormuz ressemble moins à un conflit militaire classique qu'à une partition dont les notes auraient été écrites ailleurs, dans des salles de réunion feutrées, à des milliers de kilomètres des missiles et des drones. Les informations d'Axios sont tombées avec la discrétion de ceux qui savent exactement ce qu'ils révèlent. Les États-Unis et l'Iran auraient suspendu leur frappe mutuelle. Une pause, un souffle. Washington a toutefois pris soin de préciser que cette pause ne signifie pas la paix. Les déclarations américaines sont restées tranchantes, presque menaçantes dans leur formulation. Les attaques pourraient reprendre à tout moment si Trump l'estimait nécessaire. Ce type de message n'est pas destiné à rassurer. Il est conçu pour maintenir une pression maximale, tout en évitant quelque chose d'infiniment plus dangereux que les échanges de coups eux-mêmes. Ce quelque chose, c'est la question que presque personne n'a posée à voix haute. Pas la guerre, pas les missiles, pas même le pétrole au sens strict. Ce qui préoccupe vraiment Washington, ce qui fait perdre le sommeil aux architectes de la puissance américaine, ce sont 3 lettres. Le dollar. La véritable bataille autour d'Ormuz ne se joue pas dans le détroit. Elle se joue dans les circuits financiers mondiaux, dans les décisions discrètes de fonds de pension européens, dans les bureaux de la Banque populaire de Chine, dans les calculs froids de Pékin qui accumule de l'or, émet des obligations en euros et construit méthodiquement une alternative à un système que Washington croyait éternel. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se déroule, il faut remonter à plus d'un demi-siècle. En 1971, Nixon a décroché le dollar de l'or, rompant unilatéralement l'accord de Bretton Woods qui avait organisé l'économie mondiale depuis 1944. C'était un choc. Mais Nixon et Kissinger avaient déjà préparé la transition. En 1973, un accord discret avec l'Arabie Saoudite a posé les fondations de ce qu'on appellera le pétrodollar. Le pétrole se vend en dollars, et les pétromonarchies recyclent leurs excédents en bons du Trésor américain. Le cercle était fermé, et il était magnifique pour Washington. Tous les pays qui voulaient acheter de l'énergie devaient d'abord acheter des dollars. Et ces dollars alimentaient en retour la demande de dette américaine, permettant à Washington d'emprunter à des taux exceptionnellement bas et de financer des déficits qui auraient mis à genoux n'importe quelle autre économie de la planète. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis peuvent entretenir une dette publique colossale sans déclencher de panique sur les marchés. C'est le dividende géopolitique du pétrodollar. Éroder ce dividende, même marginalement, serait le coup le plus dévastateur qu'on puisse porter à la puissance américaine. Bien plus dévastateur qu'une guerre classique, bien plus profond qu'une défaite militaire. C'est là qu'entre en scène Scott Bessent. Le secrétaire au Trésor américain ne parle pas de bombes, il parle de devises. Dans les négociations autour d'un éventuel assouplissement des sanctions contre l'Iran, il a posé une condition qui révèle tout. L'Iran devra facturer toutes ses futures livraisons de pétrole exclusivement en dollars américains. Pas en yuan, pas en crypto, pas en or, en dollars. Cette exigence n'est pas économique. Elle est existentielle pour Washington, parce qu'en vendant du pétrole à la Chine avec une décote, en dehors du système dollar, l'Iran a démontré quelque chose d'infiniment dangereux pour l'ordre établi, que c'était possible, que le pétrodollar n'était pas une loi de la nature, que d'autres arrangements pouvaient fonctionner, qu'ils pouvaient durer, et qu'ils pouvaient inspirer d'autres producteurs à en faire autant. La même logique s'applique au Venezuela. Maduro a lui aussi vendu du pétrole vénézuélien à Pékin, bradé, en yuan, via des circuits qui contournaient méthodiquement le système financier américain. Bessent veut rapatrier le Venezuela dans l'orbite du dollar. Et si les négociations avec la Russie progressent un jour, le même cadre pourrait s'appliquer. Washington est en train d'écrire un scénario identique pour tous les grands producteurs de pétrole sous sanction. Une porte de sortie et un accès au marché en échange d'un retour aux transactions en dollars. Ce qui rend cette stratégie particulièrement révélatrice, c'est son urgence. Si ces transactions en dehors du dollar n'étaient qu'anecdotiques, Washington ne prendrait pas la peine de les conditionner dans chaque accord de sanctions. La vérité est que leur accumulation commence à peser. Pas de façon dramatique, pas de façon visible, mais structurellement. Bessent l'a dit avec une clarté qui aurait dû faire davantage de bruit dans les médias. Les pays voudront revenir dans le système dollar parce que c'est le dollar qui donne accès à la liquidité américaine, au marché de capitaux, à leur profondeur et à leur échelle. Tout le monde veut faire partie de ce système, et les États-Unis ne doivent pas hésiter à utiliser cet avantage, à le partager avec leurs alliés et à résister là où c'est nécessaire. Son message est d'une franchise presque brutale. Les États-Unis ont un levier colossal,
et il compte s'en servir sans complexe. Mais voilà le problème que Besant ne dit pas. Et c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette histoire. Pendant que Washington utilise des sanctions, des ultimatums et des conditionnalités financières pour défendre le pétrodollar, Pékin construit tranquillement, méthodiquement, sans discours fracassant, une infrastructure financière alternative. Et cette infrastructure est désormais suffisamment avancée pour commencer à attirer du capital que Washington considérait, jusqu'à récemment, comme captif. La Chine a déployé le CIPS, un système de paiement interbancaire transfrontalier qui offre aux banques du monde entier un canal alternatif à SWIFT pour leurs transactions internationales. Des centaines d'institutions financières, dans plus d'une centaine de pays, utilisent déjà ce système. Le yuan numérique étend progressivement sa portée internationale, avec des programmes pilotes actifs dans plusieurs dizaines de pays, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique. Et le marché obligataire chinois s'ouvre à un nombre croissant d'investisseurs étrangers, avec des réformes réglementaires qui facilitent les entrées de capitaux étrangers. Ce dernier point est crucial. Les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs souverains ont besoin de placer des capitaux considérables quelque part. La géopolitique ne change pas leurs contraintes fondamentales. Ils ont besoin de rendement, de sécurité et de marchés suffisamment profonds et liquides pour absorber leur volume. Pendant des décennies, les bons du Trésor américain étaient la réponse évidente, presque automatique. Mais quelque chose est en train de changer. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. La Deutsche Bank a récemment placé en Chine ses deuxièmes obligations Panda en volume pour un montant de 3,5 milliards de yuan. La demande a dépassé le double du volume disponible et le rendement final est tombé sous les 2%. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie concrètement. Une grande banque occidentale, l'une des institutions financières les plus sophistiquées du monde, a choisi d'émettre de la dette sur le marché intérieur chinois parce que le financement y était moins cher. Et les investisseurs chinois étaient là, prêts à absorber le papier. Ce n'est plus anecdotique, c'est structurel. Et ça ne s'arrête pas aux obligations libellées en yuan. Pékin a transféré la même stratégie directement en Europe. La Chine a levé 5 milliards d'euros dans ce qui constitue un placement obligataire en euros record. Le montant total des ordres a frôlé 25 milliards d'euros. La demande était 5 fois supérieure à l'offre. Parmi les acheteurs, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des fonds souverains. Ces institutions qui, pendant des décennies, ont été le socle stable de la demande mondiale pour les bons du Trésor américain, commencent maintenant à intégrer de la dette souveraine chinoise dans leur portefeuille. Et elles le font non pas sous la pression de Pékin, mais parce que les conditions financières sont objectivement attrayantes. La question qui s'impose est évidente. Pourquoi la Chine émet-elle des obligations en euros alors qu'elle dispose de sa propre monnaie et d'excédents commerciaux colossaux? Elle n'a pas besoin de cet argent. Ce n'est pas une opération de financement. C'est une opération de positionnement stratégique. Pékin crée une classe d'actifs, de la dette souveraine chinoise libellée en euros, que les investisseurs européens peuvent acheter sans s'exposer au risque de change lié au yuan. Les obligations deviennent ainsi accessibles à un spectre bien plus large d'institutions globales, qui peuvent intégrer de la dette souveraine chinoise dans leur portefeuille sans modifier leurs contraintes réglementaires de risque de change. Quand les investisseurs sont prêts à vous offrir 5 fois plus d'argent que vous n'en demandez, vous n'êtes plus en position de demandeur, vous êtes en position de sélectionneur. Vous décidez qui mérite d'entrer dans votre système. Le timing du placement n'était manifestement pas fortuit. Pékin a bouclé l'opération avant qu'une résurgence de l'inflation en Europe ne contraigne la Banque centrale européenne à durcir davantage sa politique monétaire. Si les coûts d'emprunt venaient à remonter dans la zone euro, les conditions de marché seraient moins favorables. Pékin a lu le calendrier financier et a agi en conséquence, avec la précision d'un joueur d'échecs qui connaît plusieurs coups à l'avance. Les chiffres commerciaux expliquent également la durabilité de cette stratégie. Rien qu'en avril, l'excédent commercial de la Chine avec l'Europe a frôlé 32 milliards d'euros. Ces euros affluent en Chine chaque mois, régulièrement, mécaniquement. Ils peuvent servir à honorer la dette en euros, ce qui rend ces obligations extrêmement sûres aux yeux des investisseurs institutionnels. Un excédent commercial persistant signifie que Pékin ne risque pas de manquer de devises étrangères pour rembourser ce qu'il emprunte. Pour un gestionnaire de fonds de pension qui cherche à satisfaire des contraintes prudentielles strictes, c'est exactement le type de garantie implicite qui inspire confiance et justifie une allocation. Un cycle puissant s'est enclenché. La Chine exporte des marchandises, accumule des euros, émet de la dette souveraine dans cette même devise, attire des investisseurs étrangers dans son système financier. Chaque émission réussie
renforce la confiance pour la suivante et allonge l'historique de remboursement, ce qui est fondamental pour que les grandes institutions puissent justifier leurs allocations à leur propre comité d'investissement. Chaque investisseur qui intègre de la dette chinoise à son portefeuille est un investisseur qui diversifie légèrement ses achats de bons du Trésor américain. Le mécanisme n'est pas spectaculaire, il est patient, il est systémique. En novembre 2025, Pékin est allé encore plus loin dans sa démonstration de force financière. Il a émis des obligations d'État libellées directement en dollars pour environ 4 milliards de dollars. La demande a été massive, et le rendement obtenu par la Chine n'était que marginalement supérieur à celui des bons du Trésor américain comparables. Traduction directe, les investisseurs ont accepté de prêter à la Chine presque aux mêmes conditions qu'aux États-Unis. Ils n'ont pratiquement pas exigé de primes supplémentaires pour le risque de prêter à Pékin plutôt qu'à Washington. C'est un vote de confiance qui aurait été inconcevable 20 ans plus tôt. Le pays qui émet la principale monnaie de réserve mondiale, dont les bons du Trésor sont depuis des décennies l'étalon ultime de l'actif sans risque, ce pays voit désormais sa dette concurrencée par une puissance rivale sur son propre terrain de jeu, dans sa propre monnaie. La Chine n'a pas besoin de remplacer le marché américain des bons du Trésor du jour au lendemain. Elle n'a qu'à construire, méthodiquement, une alternative crédible. Et en finance, l'existence d'une alternative suffit à modifier les prix. Si les acheteurs institutionnels mondiaux savent qu'ils ont un choix, ils peuvent négocier. Et si Washington veut maintenir la demande pour ses bons du Trésor, il devra peut-être offrir des rendements plus élevés pour rester attractif. Des rendements plus élevés signifient un coût d'emprunt plus lourd pour l'État fédéral. Et la cascade s'étend, inexorablement, à toute l'économie. Pour Washington, ce développement survient à un moment particulièrement inconfortable. L'inflation américaine dépasse le niveau cible de 2% de la Réserve fédérale depuis 5 années consécutives. 5 ans. L'indice des prix PCE de base repart à la hausse depuis le retour de Trump au pouvoir. Et la crise autour du détroit d'Ormuz ajoute une pression supplémentaire via la hausse des coûts de l'énergie et du transport maritime international. Dans ce contexte, le risque d'une nouvelle hausse des taux de la Fed n'a pas disparu. Si les taux remontent, les rendements des bons du Trésor américain augmentent aussi, rendant les emprunts de l'État fédéral encore plus coûteux à un moment où les déficits restent structurellement élevés et où les besoins de refinancement sont considérables. Pendant ce temps, les rendements des obligations d'État chinoises évoluent en sens inverse. Ils ont déjà chuté en dessous des rendements des obligations japonaises. La Chine ne subit pas les mêmes pressions inflationnistes que les États-Unis ou l'Europe. Son immense base industrielle génère un flux constant de biens moins chers sur les marchés mondiaux. Et la demande intérieure pour la dette souveraine est forte, ce qui permet aux emprunteurs chinois d'accéder à des financements à des niveaux dont les gouvernements occidentaux, confrontés à leurs propres problèmes budgétaires, ne peuvent que rêver. Les chiffres du commerce bilatéral racontent eux-mêmes une histoire profondément paradoxale. En mai, les exportations chinoises vers les États-Unis ont bondi de 35,4% en glissement annuel. 35,4%. Pendant que Washington tente de contenir la Chine sur le plan financier et technologique, la demande américaine continue d'alimenter le système chinois en dollars. Les consommateurs américains, confrontés à une inflation persistante, se tournent vers des produits moins chers. Et les produits les moins chers sur les marchés mondiaux viennent très souvent de Chine. Washington s'est construit un paradoxe dont il est difficile de sortir. Plus il presse sur les sanctions et les tarifs douaniers, plus les prix montent chez les consommateurs américains. Et plus ces prix montent, plus les Américains cherchent des alternatives accessibles. Ce cercle vicieux alimente directement les excédents commerciaux de Pékin. Ces dollars qui affluent vers la Chine pourraient, dans un autre monde, être recyclés automatiquement en bons du Trésor américain. C'est ce qui se passait pendant des décennies, presque mécaniquement, comme une règle non écrite du système financier international. Mais Pékin choisit de plus en plus souvent de les rediriger vers l'infrastructure de l'intelligence artificielle, secteur où la Chine cherche à établir une domination qui lui permettrait de s'émanciper de la dépendance technologique occidentale, vers le développement des semi-conducteurs, pour s'affranchir de la dépendance aux puces américaines et taïwanaises, qui représentent aujourd'hui un point de vulnérabilité stratégique, vers les obligations souveraines chinoises elles-mêmes, pour renforcer la liquidité d'un marché qui doit encore gagner en profondeur pour rivaliser avec Wall Street, et vers l'or physique. Sur ce dernier point, les chiffres sont frappants dans leur régularité et dans leur accumulation. En mai seulement, la Banque populaire de Chine a acheté près de 10 tonnes d'or, et cela malgré une baisse des prix sur le marché mondial, ce qui aurait pu pousser un acheteur moins déterminé à attendre une stabilisation. L'or représente désormais plus de 9% des réserves de change chinoises totales, une proportion qui continue de croître trimestre après trimestre, sans interruption. L'importation d'or physique en Chine a récemment atteint son niveau le plus élevé en 2 ans. Les épargnants chinois ordinaires suivent le mouvement, achetant du métal physique en parallèle avec leur banque centrale,
comme si un signal implicite avait été donné. Et tout cet or physique se déplace. Il quitte les coffres occidentaux, à Londres, à New York, à Zurich, pour rejoindre des coffres en Chine. Ce mouvement n'est pas spéculatif, il est stratégique, délibéré, et il obéit à une logique que Washington comprend parfaitement. Pékin a des raisons très concrètes pour réduire son exposition aux actifs américains, et la principale d'entre elles s'appelle la Russie. Quand Washington a décidé de geler les réserves souveraines russes après l'invasion de l'Ukraine, environ 300 milliards de dollars immobilisés du jour au lendemain, sans procès, sans négociation, par simple décret politique, c'était la démonstration la plus claire possible d'une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Les actifs libellés en dollars, ou soumis à la juridiction américaine, ne sont pas vraiment souverains. Ils peuvent être saisis. Pour la Chine, qui sait pertinemment que sa relation avec Washington pourrait un jour basculer dans une confrontation ouverte sur Taïwan, sur la mer de Chine méridionale, sur n'importe quel autre point de friction, ce précédent a valeur d'avertissement existentiel. Accumule des actifs que personne ne peut geler, diversifie hors de la dépendance américaine, réduit la vulnérabilité avant que la crise n'arrive. C'est ce que Pékin fait, méthodiquement, depuis. La masse monétaire M2 en Chine représente désormais environ 240% du PIB, une réserve de liquidité intérieure considérable. Pékin a également renforcé son contrôle sur les sorties de capitaux. En 2025, environ 1000 milliards de dollars ont quitté la Chine via des canaux divers, une hémorragie qui inquiétait sérieusement les autorités. Des canaux par lesquels cet argent s'évadait via Hong Kong pour atterrir dans des actions et obligations américaines ont commencé à être colmatés, réglementés, contrôlés. L'objectif est de retenir davantage d'épargne à l'intérieur du système chinois, dans les entreprises locales, les secteurs domestiques prioritaires, le marché obligataire intérieur et l'or. En contrôlant les flux de capitaux et en canalisant cette masse de liquidités vers des actifs intérieurs, Pékin renforce la même infrastructure financière qui commence à concurrencer Washington pour le capital mondial. C'est un cercle qui s'auto-alimente progressivement. Le marché des bons du Trésor américain subit des pressions simultanées sur plusieurs fronts. L'inflation reste persistante et résiste aux attentes d'un retour rapide vers la cible de la Fed. La Réserve fédérale pourrait être contrainte de relever ses taux à nouveau, à contre-courant de ce que les marchés espèrent. Washington doit continuer d'emprunter à des volumes considérables pour financer ses déficits et rembourser une dette qui arrive à maturité. Et les investisseurs étrangers disposent désormais d'un nombre croissant d'alternatives sérieuses, dont un marché obligataire chinois qui s'élargit, se libéralise et devient plus accessible à mesure que Pékin déroule sa stratégie. Les bons du Trésor américain restent le marché de dette souveraine le plus profond et le plus liquide au monde. Personne ne remet cela en question aujourd'hui. Washington trouvera toujours des acheteurs. Mais la vraie question n'est pas de savoir s'il en trouvera, c'est de savoir à quel prix. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous, à partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Si la demande étrangère faiblit, tandis que les besoins d'emprunt américains continuent d'augmenter, les rendements devront monter pour attirer suffisamment de capitaux. Et quand les rendements des bons du Trésor augmentent, le coût de l'argent monte dans toute l'économie américaine, sans exception. Les dépenses publiques deviennent plus lourdes à financer. Les crédits aux entreprises se renchérissent. Les taux hypothécaires augmentent. Les prêts à la consommation coûtent davantage. Des millions d'Américains ordinaires, qui n'ont jamais entendu parler du CIPS, des obligations Panda ou de la masse monétaire M2 chinoise, commencent à ressentir dans leur quotidien les conséquences d'une dynamique géopolitique que personne ne leur explique. La Chine n'a pas besoin de détruire le dollar pour fragiliser les États-Unis. Elle n'a qu'à rendre les emprunts américains légèrement plus chers, systématiquement, dans la durée. En construisant, obligation par obligation, marché par marché, gramme d'or par gramme d'or, une architecture financière qui offre au monde des choix que Washington préférerait qu'il n'ait pas. C'est une guerre d'usure financière, et elle se mène sans déclaration officielle, sans manchette spectaculaire, et sans discours à l'ONU. Trump peut promettre que le marché américain va décoller comme une fusée, que les chiffres seront sans précédent, que la prospérité est au coin de la rue. Les marchés actions peuvent effectivement réagir positivement à cette rhétorique à court terme. Les discours de confiance ont leur propre dynamique. Mais les marchés obligataires, eux, ne réagissent pas aux discours.
Ils réagissent aux données, à l'inflation réelle, au déficit réel, à la demande étrangère réelle. Et les données, 5 ans d'inflation au-dessus de la cible, des déficits qui s'accumulent, une demande étrangère qui se diversifie, des alternatives qui prolifèrent, racontent une histoire différente de celle que Washington voudrait que vous croyiez. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple crise autour d'un détroit stratégique dont les tankers franchissent les eaux chaque jour. Ce n'est pas non plus une simple compétition entre deux économies cherchant à vendre plus de produits l'une à l'autre. C'est la remise en question, lente, méthodique, presque silencieuse, d'une architecture financière qui a soutenu la puissance américaine pendant un demi-siècle. Chaque transaction pétrolière en yuan, chaque obligation panda sursouscrite, chaque tonne d'or physique qui traverse les océans pour rejoindre des coffres à Pékin, chaque dollar que la Chine choisit de ne pas recycler en bons du trésor américain. Ces gestes isolés paraissent insignifiants pris un par un, mais ils s'inscrivent dans une direction, et cette direction est de plus en plus difficile à ignorer. La pause dans les frappes autour d'Ormuz ne change rien à cette dynamique profonde. Elle la suspend temporairement. Les missiles peuvent se taire pour quelques jours ou quelques semaines. Les communiqués peuvent parler d'apaisement, de diplomatie, de progrès. Mais le rééquilibrage financier, lui, ne fait pas de pause après la fermeture des marchés, ne s'arrête pas pendant les week-ends et ne se laisse pas mettre en attente par un communiqué de la Maison-Blanche. Il avance nuit et jour dans des salles de marché à Shanghai, Francfort, Abu Dhabi et Singapour, et dans les décisions discrètes d'institutions financières dont vous n'avez jamais entendu le nom. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si la Chine peut défier le dollar. C'est de savoir quand suffisamment d'investisseurs, suffisamment de gouvernements, suffisamment de banques centrales décideront simultanément que les alternatives sont assez crédibles pour qu'il vaille la peine de les utiliser vraiment, massivement, irréversiblement. Ce seuil n'a pas encore été atteint. Mais chaque placement obligataire réussi, chaque transaction en yuan qui passe par CIPS, chaque tonne d'or qui quitte les coffres occidentaux nous en rapproche imperceptiblement. Et le moment où ce seuil sera franchi, ce ne sera pas nécessairement annoncé par une déclaration officielle, une crise visible, ou une manchette qui fera la une de tous les journaux. Ce sera peut-être simplement un matin ordinaire où les rendements des bons du Trésor américain auront légèrement monté, encore une fois, et où tout le monde aura trouvé cela normal. Jusqu'au jour où ça ne le sera plus.